Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de notre chère et incroyable série Top 3 des histoires qui semblent fausses, mais qui sont vraies. Et préparez-vous, il y en a pour tous les goûts. Il y a un pilote automobile qui a décidé de jouer à des jeux vidéo dans la vraie vie et a fait ce qui semblait impossible. Il existe l'histoire de l'homme à la fois le plus malchanceux et le plus chanceux du monde. Et aussi celle d'un gars si bête que son cas est devenu un sujet d'étude en psychologie. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez comme moi les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot et les curiosités étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout ça aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Pour comprendre cette histoire, il faut commencer par parler d'un homme appelé Ross Chastain. Et Ross ne vient pas vraiment de ce petit monde classique des pilotes millionnaires, élevés depuis l'enfance sur des circuits de karting chic, avec des sponsors, un motorhome, une équipe privée. Non. Ross vient d'une famille d'agriculteurs de Floride, plus précisément, d'une famille de producteurs de pastèques. Alors que beaucoup de pilotes arrivent dans le sport automobile avec l'argent de grands sponsors, d'investisseurs ou de familles déjà connectées au sport, Ross a commencé à financer sa propre carrière avec l'argent de la ferme familiale. L'argent venait de la plantation, de la récolte, des pastèques, et cela aidait le garçon à courir. Et il est important de dire une chose, Ross n'a jamais été considéré comme l'un de ces phénomènes incroyables qui apparaissent dans le sport et dont tout le monde dit « Voilà, ce garçon va tout dominer ». Il n'était pas ce genre de gars, mais ce n'était pas non plus un tocard. Ross était bon, il était constant, du genre de pilote coriace qui survit et saisit les opportunités. Décrochant un podium ou une victoire de temps en temps. Il a commencé à se faire une place dans les courses mineures de la NASCAR, surtout dans la Truck Series, l'une des divisions d'accession. Et là, il a commencé à montrer que même sans toujours avoir le meilleur équipement, il avait la hargne. Il n'avait peut-être pas la voiture la plus rapide, l'équipe la plus riche ou la plus belle, mais il accomplissait des miracles avec ses moyens. Ross a progressé, attirant l'attention et obtenant de meilleures opportunités jusqu'à la catégorie reine de la NASCAR. Sauf que là, il n'est pas arrivé dans l'une de ces équipes gigantesques, traditionnelles, avec des décennies d'histoire et de l'argent à revendre. Il est allé courir pour Trackhouse Racing, une équipe nouvelle, petite, qui essayait encore de faire ses preuves face aux monstres de la NASCAR. Alors que certaines équipes avaient une structure digne d'un empire, la Trackhouse essayait encore de prouver qu'elle avait sa place là-bas. Même ainsi, en 2022, Ross a réussi à se mêler à la lutte. Mais la saison a été des montagnes russes. Il y a eu de bons moments ? Oui. Il y a eu de bonnes courses ? Oui. Dans la dernière ligne droite du championnat, quand chaque point comptait, cela devenait difficile. La NASCAR a un système d'élimination. Et Ross passait les étapes, mais souvent en échappant de justesse, presque avec la main sur la poignée de la porte de sortie, tu vois ? Tu vois cet élève qui n'est pas assez mauvais pour redoubler, mais pas assez bon non plus pour être tranquille ? C'était à peu près ça. Et puis est arrivée la course à Martinsville. Sa dernière chance de se qualifier pour la grande finale du championnat. Et Martinsville n'est pas n'importe quel circuit. C'est le plus petit et l'un des plus anciens circuits de la NASCAR. Un circuit étroit, ovale, avec des virages serrés, qu'il faut prendre à une vitesse relativement basse, et où dépasser n'est vraiment pas simple, non. Et c'est le genre d'endroit où le pilote passe 500 tours à se battre pour des centimètres. Là-bas, dépasser une voiture, c'est déjà tout un feuilleton mexicain. Dépasser 5 voitures dans le dernier tour avec une mauvaise voiture, c'est presque impossible, non ? C'est pourtant ce que Ross devait faire. Dans cette course, il n'était pas en forme. La voiture n'était pas performante et il ne parvenait pas à rattraper les pilotes devant. L'équipe savait que, dans ces conditions, il n'aurait pas assez de points pour se qualifier pour la finale. À ce moment-là, Ross était en 10e position et il devait finir dans le top 5 pour avoir une chance. Mais il y avait un nom précis dans ce calcul. Denny Hamlin, le pilote de la voiture numéro 11, à ce moment-là, il occupait la dernière place qualificative pour la finale. Denny n'était pas juste un pilote de plus sur la piste, c'était un vétéran, l'un des grands noms de la NASCAR. Beaucoup plus établi, beaucoup plus expérimenté, avec bien plus de victoires à son actif. Pour rendre cette histoire encore plus intéressante, Ross et Denny avaient déjà eu des différends tout au long de la saison. Ils s'étaient déjà affrontés, échangé des pics et failli se battre dans le paddock. Imagine donc la situation. Dernier tour, Ross avait désespérément besoin de points, et Denny essayait de défendre sa place. Les deux avaient déjà un historique de dispute, et Ross était très loin des voitures de tête. De façon normale, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas le temps, pas d'espace,
Sa voiture n'était pas assez performante, la course touchait à sa fin. Et là, Ross Chastain a fait quelque chose qui ne viendrait normalement qu'à l'esprit d'un enfant jouant à un jeu vidéo. Regarde bien. Parce que quand il était plus jeune, en 2005, Ross jouait à NASCAR sur Nintendo avec son frère, Chad. Et son frère utilisait une stratégie qui agaçait profondément Ross. Tu sais ce truc dans les jeux vidéo qui n'a aucun sens, mais qui marche? Voilà. Chad lançait simplement la voiture contre le mur. Il restait collé au mur et accélérait à fond. Au lieu de prendre le virage correctement, en freinant, en rétrogradant, en contrôlant la voiture. Il laissait le mur retenir la voiture et appuyait à fond sur l'accélérateur. Ross était énervé car c'était de la triche, non? Dans un jeu vidéo, tu peux faire ça, mais dans la vraie vie, tu t'écrases contre le mur à plus de 200 km/h. Tu détruis la voiture, tu te ridiculises et tu peux même finir à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais lors de ce dernier tour à Martinsville, sans aucune autre option. Avec une place en finale qui lui échappait des mains. Ross s'est souvenu de cette manœuvre et écoutez ce qu'il dit à son ingénieur à la radio, quelques secondes avant le dernier virage. Je dois juste appuyer à fond, sans me relever comme un dieu ou un drapeau à damier. Mon Dieu! Alors que tous les autres pilotes faisaient ce que font les pilotes normaux. Freiner fort, rétrograder, essayer de prendre le virage avec maîtrise. Ross a fait exactement le contraire. Il est arrivé dans le dernier virage, a jeté la voiture contre le mur, a passé la 5e vitesse et voilà, il a appuyé à fond sur l'accélérateur et il est parti. Il a accéléré là où tout le monde freinait. Là où tout le monde essayait de préserver la voiture, il a sacrifié la sienne. Là où tout le monde courait prudemment, il a décidé de jouer comme dans un jeu vidéo. Là, s'est déroulée l'une des scènes les plus absurdes de l'histoire du sport automobile. Sa voiture a percuté le mur, frottant sur le côté, l'avant se détruisant. Des étincelles, du bruit, du métal, de la fumée, des pièces qui volent, la voiture collée au mur. Et en même temps, il commence à prendre de la vitesse. Le mur, censé être l'ennemi, est devenu une piste. Regardez, il a alors commencé à dépasser des voitures. 1, 2, 3, 4, 5. Soudain, l'impossible a commencé à se produire devant tout le monde. Les commentateurs ne comprenaient rien du tout. L'équipe ne comprenait pas, les autres pilotes ne comprenaient rien. Ceux qui regardaient à la maison ont probablement regardé la télé et n'arrivaient pas non plus à croire ce qui se passait. Ross Chastain est passé de la 10e à la 5e place dans le dernier virage du dernier tour. Regardez ça. Et le détail le plus cinématographique. Il a justement dépassé la voiture numéro 11 de Denny Hamlin pratiquement sur la ligne d'arrivée. Le rival, le gars qui tenait la dernière place qualificative, celui qu'il devait battre. Denny a regardé sur le côté et a vu la voiture de Ross arriver le long du mur. Comme si c'était un démon de métal. Imagine-toi là, en train de piloter sérieusement, en faisant tout correctement, concentré. Soudain, un homme passe en frôlant le mur à 200 à l'heure, comme s'il était possédé par l'esprit de la PlayStation 2. À la fin de la course, un silence de quelques secondes, semblant durer 3 ans, s'est installé car même l'équipe ignorait si cela avait fonctionné. Tout le monde a commencé à faire des calculs, les points, les positions, les égalités, le classement. Jusqu'à ce que le message arrive à la radio. Tu as réussi. Tu t'es qualifié. Ross s'était qualifié pour la finale du championnat. Une manœuvre de jeu vidéo inspirée d'une tactique que son frère utilisait quand ils étaient enfants et qu'il trouvait injuste. Quelle ironie de la vie, n'est-ce pas? Ce qu'il détestait dans le jeu vidéo a précisément sauvé sa saison dans la vraie vie. Et cette manœuvre a non seulement qualifié Ross pour la finale, mais aussi marqué l'histoire. Son tour à Martinsville a été le plus rapide jamais enregistré sur cette piste. Et apparemment, ce record va durer longtemps. La vidéo a fait le buzz. Ça s'est retrouvé sur TikTok, sur YouTube, dans les journaux, dans les émissions sportives, partout. Des gens qui n'avaient jamais regardé une course de NASCAR de leur vie ont vu ce clip du jour au lendemain. Et Ross est devenu l'homme le plus célèbre de la NASCAR ces dernières années. Même les autres pilotes de la NASCAR ont applaudi la manœuvre de Ross. Surtout pour le courage de lancer la voiture contre le mur à grande vitesse exprès, n'est-ce pas mes amis? Si quelque chose s'était mal passé, si la voiture s'était accrochée, si elle s'était retournée, si un autre pilote avait été touché, l'histoire aurait pu se terminer d'une manière beaucoup moins amusante. Mais ce jour-là, à cette seconde, dans ce virage, la folie a fonctionné. Et ça a tellement bien marché que la NASCAR a essentiellement regardé ça et a dit « D'accord, félicitations, historique, magnifique, viral, mais ça n'arrivera plus jamais ». La saison suivante, la NASCAR a interdit ce type de manœuvre. Et la manœuvre de Ross Chastain est devenue l'une de ces choses rares dans le sport. Un moment unique. C'est arrivé une fois, c'était épique, c'est entré dans l'histoire et ensuite ça a été interdit. Ce qui honnêtement rend l'histoire encore meilleure, non? Ross Chastain restera à jamais celui qui, au moment le plus désespéré de sa carrière, a utilisé une astuce de jeu vidéo, lancé sa voiture contre le mur, accéléré à fond, dépassé son rival sur la ligne d'arrivée et s'est qualifié pour la finale du championnat. Morale de l'histoire?
Parfois, cette chose absurde que tu faisais enfant dans les jeux vidéo ne sert à rien. Mais parfois, elle t'emmène en finale de la NASCAR. Cette histoire commence avec un Australien appelé Bill Morgan, et Bill était vraiment ce genre de gars très simple. Travailleur, chauffeur routier, une vie ordinaire, des factures à payer, des factures qui arrivent, le loyer en retard. Ce paquet complet du citoyen qui se lève tôt et malgré tout, c'est comme si la vie disait « je pense qu'aujourd'hui, je vais encore un peu te tester ». En 1999, Bill traversait une période financièrement très compliquée. Il avait été expulsé de chez lui parce qu'il n'avait pas pu payer le loyer. Et ces derniers mois, il vivait dans une caravane garée sur la pelouse de la maison d'un ami. Quand tu te dis « bon, ça ne peut pas être pire », réfléchis encore. Parce que Bill a fini par avoir un accident très grave avec son camion. Il est resté coincé, écrasé à l'intérieur de la cabine, dans une situation désespérée. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique et les médecins ont vite vu que la situation était grave. Pourtant, presque miraculeusement, Bill a commencé à aller mieux. Mais, comme on dit, le bonheur ne dure jamais longtemps, n'est-ce pas ? Parce que pendant le traitement, l'un des médicaments qu'il a reçus pour soigner ses blessures a fini par provoquer une réaction terrible dans son corps. Cette réaction a provoqué chez Bill un infarctus presque fatal. Son cœur s'est arrêté, et pas seulement quelques secondes. Bill est resté cliniquement mort pendant plus de 14 minutes avant qu'il ne parvienne enfin à le ramener d'entre les morts. Après cela, il est tombé dans un coma profond. Les médecins n'étaient pas du tout optimistes. La famille a été prévenue qu'il ne se réveillerait peut-être jamais. Et s'il se réveillait, il y avait de grandes chances qu'il ait de graves séquelles cérébrales. Vous imaginez. La situation était tellement grave que la famille a failli autoriser l'arrêt des appareils qui maintenaient Bill en vie. Sauf que Bill Morgan semblait avoir une sorte de contrat secret avec l'univers. Parce qu'après presque 2 semaines dans le coma, il s'est réveillé. Et il ne s'est pas seulement réveillé. Il s'est réveillé sans aucune séquelle. Maintenant, imaginez la scène. La famille se préparait déjà au pire. Les médecins n'avaient plus beaucoup d'espoir. L'homme revient de l'au-delà et dit « Excusez-moi, je suis parti un instant, mais je suis déjà de retour. » Après sa guérison, la vie de Bill change positivement. Il trouve un nouvel emploi, plus sûr. Il a décidé de demander sa petite amie de longue date en mariage. Et elle a dit oui. Après tant de tragédies, il semblait enfin que les choses commençaient à lui sourire. Et là, peut-être porté par cette bonne période, Bill s'est dit « Tu sais quoi ? Je me sens chanceux. » Alors il est allé acheter un de ses tickets à gratter, tu vois ? Et il avait raison. Parce que Bill a gagné une voiture. Une Toyota Corolla neuve. Regardez. Cet homme est passé de vivre dans une caravane sur la pelouse d'un ami, à survivre à un accident, une crise cardiaque, un coma, à se fiancer. Maintenant, il a gagné une voiture avec un ticket à gratter. À ce stade, si j'étais Bill, je marcherais déjà dans la rue en ayant peur de trébucher sur un pot d'or, non ? Sauf que la partie la plus incroyable de cette histoire n'était même pas encore arrivée. L'histoire de Bill a attiré l'attention d'une chaîne de télévision australienne, idéale pour un reportage. Le simple routier qui a failli mourir a survécu, a failli mourir de nouveau, a recommencé sa vie et a même gagné une voiture. C'est le genre d'histoire qui finit le journal sur une note émouvante, non ? Alors, l'équipe de reportage a convenu de retrouver Bill devant le même point de vente de loterie où il avait acheté le ticket à gratter gagnant. L'idée était simple, enregistrer quelques images pour illustrer le reportage. Bill entrerait dans le point de vente de loterie, achèterait un ticket à gratter, le gratterait là au comptoir et ferait semblant de gagner la nouvelle voiture. Juste une mise en scène. C'est la télé, n'est-ce pas, mes amis ? Mais là, l'univers a regardé ça et a dit « Mise en scène, non, 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 on va faire ça correctement ». Bill a acheté le ticket à gratter, a commencé à le gratter devant la caméra et il s'est passé ça. Regardez. Je viens de gagner 250 000 $, je ne plaisante pas. Je viens de gagner 250 000 $. Oh! À ce moment-là, il est resté complètement sans réaction et il a dit « Je viens de gagner 250 000 $ et je ne plaisante pas. Tu te rends compte ?» Au début, l'équipe télé n'a pas compris car il devait dire qu'il avait gagné une voiture. C'était le scénario. Imagine la productrice en train de réfléchir, tu vois. « Bill, mon fils, tu avais juste à dire que tu avais gagné la voiture. Maintenant, il faut tout réenregistrer, car il a fallu un moment pour que tout le monde comprenne. » Il n'était pas en train d'improviser, il n'avait pas raté sa réplique, il avait vraiment gagné les 250 000 $ à ce moment-là. En direct, devant les caméras, pour la 2e fois, tu te rends compte ? Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Je sens une autre crise de fer arriver. Morgan, l'homme qui avait déjà échappé à la mort,
eu une seconde chance dans la vie et gagné une voiture à un jeu à gratter, a fini par gagner plus de 250 000 $. Alors qu'il faisait semblant de gagner au jeu à gratter pour un reportage sur la façon dont il avait gagné au jeu à gratter, regarde comme c'est fou. C'est le genre d'histoire que si c'était le scénario d'un film, quelqu'un dirait que c'est exagéré, allez, personne ne va croire à ça, non? Après ça, Bill a appelé sa fiancée pour lui annoncer la nouvelle, et l'émotion dans sa voix disait tout. Grâce à ce scénario, ils allaient enfin pouvoir acheter la maison de leurs rêves avec cet argent. La chance d'enfin sortir de la galère et de commencer une nouvelle vie avec la femme qu'il aimait. Je veux 250 000, chérie. Regarde. On a cette nouvelle maison et... À la fin, Bill a utilisé une partie de l'argent pour acheter la maison et a investi le reste. Après tant de coups durs dans la vie, il y a enfin eu un tournant, comme si l'univers voulait s'excuser, tu ne trouves pas? Morale de l'histoire. Parfois, la vie te met à terre, elle te roule dessus avec un camion, t'envoie à l'hôpital, te fait faire une crise cardiaque, te plonge dans le coma. Mais de temps en temps, elle revient avec une Toyota Corolla et un ticket à gratter gagnant pour s'excuser. Cette histoire de braquage de banque est tellement absurde et incroyable qu'elle n'est plus seulement un fait divers. Elle est devenue une source d'inspiration pour une étude scientifique et une des théories majeures de la psychologie moderne. Cela s'est passé en 1995 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Le protagoniste de ce chef-d'œuvre de l'intelligence humaine s'appelle MacArthur Wheeler. Un homme ordinaire d'environ 45 ans sans grand-chose qui se passe dans sa vie, sans emploi fixe et apparemment avec une énorme envie de gagner de l'argent rapidement. Qui n'en a pas envie, n'est-ce pas? Et comme tout génie du crime de bas étage, au lieu de penser « je vais trouver un travail », il a pensé « je vais braquer une banque ». Peut-être. Mais attends. Je voulais envoyer un bisou à Ana Rosa d'Araraquara. Gros bisous. Sauf que MacArthur n'était pas tout seul dans cette histoire, non. Il connaissait un homme appelé Clifton Johnson, qui avait déjà de l'expérience dans le domaine. Et quand je dis expérience, ce n'est pas un CV sur LinkedIn, d'accord? Clifton était déjà impliqué dans des braquages de banque. Et c'est là que Clifton est apparu, avec un plan absolument génial. Clifton a expliqué en quoi consistait ce fameux plan génial. MacArthur a écouté l'idée, l'a trouvé incroyable et a accepté. Nos deux hommes adultes entrent alors en plein jour dans une banque pour un braquage. Mais il y avait quelque chose d'étrange. MacArthur est entré très confiant, marchant normalement, sans masque, sans capuche, sans lunettes de soleil, sans fausse moustache, sans collant sur la tête, rien. L'homme est entré à visage découvert, cela ne ressemblait pas à un braquage, mais à quelqu'un venu régler un souci au guichet suite à un bug de l'application bancaire. Il a pointé son arme, a menacé la guichetière, a exigé l'argent et l'employé, bien sûr, a donné ce qu'elle avait. Jusqu'ici, c'était un braquage ordinaire. Mais, à un moment donné, voyant peut-être l'air confus de la guichetière, MacArthur aurait lâché une phrase merveilleuse. « Tu t'inquiètes ? Non, j'ai bien un visage, il est juste invisible. Franchement, imagine être cette guichetière. Tu es en train de te faire braquer, tu es terrifié, et en plus le voleur te sort un truc pareil. » Après le premier braquage, croyant que le plan avait été un succès total, ils sont allés directement dans un autre quartier pour braquer une autre banque. Après les braquages, MacArthur est rentré chez lui tout tranquille. Dans sa tête, il avait commis le crime parfait. Il était probablement là, en train de se croire meilleur que les gars de Ocean's 11. Sauf que, peu de temps après, les policiers l'ont frappé à sa porte et MacArthur n'a rien compris du tout. Genre, comment ça vous m'avez retrouvé? Pour lui, c'était impossible. Mais la police a diffusé les images du braquage dans les journaux télévisés, demandant de l'aide pour identifier le braqueur. En moins d'1 heure, ils ont reçu des dénonciations. Évidemment non. Si tu braques une banque sans masque et que ton visage passe à la télé, quelqu'un dira sûrement « Oh, c'est MacArthur ». C'est assez probable, non? Quand les policiers ont montré les images de vidéosurveillance, où on le voyait clairement, arme à la main, en train de braquer la banque, il a été sous le choc. Et là, il a prononcé la phrase qui a rendu cette histoire inoubliable. « Mais j'ai utilisé le jus. Et maintenant, on commence à comprendre le plan. Génial. Regardez bien. » Clifton avait raconté à MacArthur ce truc qu'on apprend quand on est enfant. Que le jus de citron peut être utilisé comme encre invisible. Tu écris sur le papier avec du citron, le texte disparaît, puis tu chauffes le papier et le message apparaît. Jusque-là, tout va bien, expérience d'école, foire scientifique, truc d'enfant. Sauf que Clifton et MacArthur ont pris cette information et ont fait un bond olympique dans la bêtise. Ils ont pensé, si le jus de citron rend l'écriture invisible, peut-être qu'il rendra aussi le visage invisible. Aussi parce que, apparemment, dans leur tête, la caméra de surveillance fonctionnait pareil. Comme une feuille de papier chauffée à la bougie,
et MacArthur a même fait un test. Il s'est mis du jus de citron sur le visage et a pris une photo avec un appareil photo Polaroid. Sauf que le citron a commencé à lui piquer les yeux, parce que surprise, le citron dans les yeux, ça pique. Donc il voyait à peine. Et très probablement, au moment de prendre la photo, il a pointé l'appareil au mauvais endroit. Peut-être vers le plafond, vers le mur, n'importe où, sauf vers son propre visage. Quand la photo est sortie, il n'y apparaissait pas, alors MacArthur a regardé ça comme s'il venait de découvrir la formule de l'invisibilité. Pour lui, c'était une preuve scientifique, ça a marché. Le citron m'a rendu invisible. Les amis, vous pouvez croire à ça? Avant les 2 braquages, tous les 2 ont couvert leur visage de jus de citron, pensant que les caméras ne pourraient pas les filmer. Au final, Clifton, qui a aussi été arrêté, a passé un accord, a coopéré avec la police et a écopé d'une peine de 5 ans. MacArthur n'a voulu accepter aucun accord et a décidé de tenter sa chance. Au procès, il a écopé d'une peine de 24 ans de prison, mais la cerise sur le gâteau, ou plutôt le citron de la caipirinha, c'est que cette histoire a attiré l'attention de 2 psychologues, David Dunning et Justin Kruger. Ils ont étudié comment certaines personnes peuvent être si incompétentes qu'elles ne perçoivent même pas leur incompétence. Et de cette étude est né le fameux effet Dunning-Kruger, qui dit essentiellement ceci. Plus une personne est incompétente dans une tâche, plus elle est confiante. Elle pense qu'elle est compétente. Quand une personne a si peu de connaissances sur un sujet qu'elle n'a même pas l'intelligence de se rendre compte qu'elle n'en a pas, qui ici connaît quelqu'un comme ça? Le monsieur je sais tout qui ne sait rien, c'est ça. Avez-vous vécu des histoires bizarres? Partagez-les en commentaire si vous avez aimé. Connaissez-vous un champion de la bêtise? Ça arrive tout de suite, envoyez vos histoires et si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aidez-nous en partageant, likant, commentant, ça nous aide beaucoup sur la chaîne. Restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Boy!